Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir et merci, Monsieur Olivier Franck, de nous accueillir dans un lieu aussi prestigieux. Bonsoir, mon cher Marc. Notre causerie portera ce soir sur le tome 3, comme ça a été annoncé, le tome 3 d'un grand œuvre qui porte un titre en 3 temps: Histoire, forme et sens en littérature, la Belgique francophone, avec coupure chronologique 1944, 1970. Pardon, j'avais promis de dire ça convenablement. 1970. À l'étranger, on est un petit peu contaminé par la façon française de le dire. Il fait suite à 2 premiers volumes sous-intitulés L'engendrement 1815-1914 et L'ébranlement 1914-1944. 2 autres tomes sont en chantier pour couvrir les années 1970 à nos jours. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la Belgique ? La Belgique n'est pas une nation. C'est un très vieux pays, n'en déplaise à certains, mais qui ne sera jamais une nation. Voilà, exactement. La Belgique n'est pas une nation, lançait, en s'en réjouissant, Oui, tout à fait. le collectif d'Europalia 80 qui était consacré à la Belgique. Ouais. Hein ? Au pays de Magritte, on connaît les pièges de la représentation. Et la nation en est une, qui fit dire au ministre français des Affaires étrangères, Talleyrand, je cite, « Les Belges ne dureront pas. Tenez, ce n'est pas une nation. Cette Belgique ne sera jamais un pays. Cela ne peut tenir. » Elle a tenu, comme le relève le constitutionnaliste belge Francis Delperrey, au-delà de 2 guerres mondiales, ainsi que d'un processus de fédéralisation qui a abouti en 1993 à la reconnaissance officielle du caractère fédéral de l'État. La Belgique a renoncé, dit-il, au mythe puis à la réalité politique de la nation unifiée. Se reconnaître pluriel ne l'empêche certes pas d'exister encore. Comme État, oui, comme État-nation, souligne-t-il, certainement plus. Tu rejoins ceux qui voient dans ce pluriel un atout. J'ai mis ici la dernière publication en date de Marc, le titre « Belgique » au pluriel, sorti cette année. Il y a quelques éclaboussures sur... ce sont des nouvelles, c'est un recueil de nouvelles. J'ai vu qu'il y a quelques éclaboussures sur le « E » de Belgique et sur le... C'est graphique ou est-ce qu'il y a un sens derrière ça, un sens caché ? Je n'ai pas maîtrisé la couverture. J'ai choisi oui. le fait que ça devait être le Zwin, mais voilà. Mais par contre, oui. dans ces 8 nouvelles, il y en a une sur Charles Quint, auquel j'ai consacré par ailleurs un livre qui s'appelle La nuit de Juste. Et ma conviction par rapport à tout ce que tu viens de dire notamment, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce que nous sommes, un peu vous aussi, si on ne se reporte pas à Charles Quint, qui d'abord lui était dans le pluriel, conviction profonde, et qui s'est trouvé par le hasard des morts, qui d'ailleurs frappent toutes les dynasties à cette époque-là. C'est incroyable, le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, dans toutes les familles, ça disparaît. Et donc on est dans des processus de succession assez particuliers, et on a donc celui qui est le plus grand de nos princes naturels, qui dit dans ses mémoires, qu'il dicte en remontant le Rhin, que c'est son propre pays, pour lequel il abdique physiquement, ce qu'il n'a fait pour aucun autre pays, où il a signé des papiers. Et en même temps, il n'est pas parvenu à lui mettre comme reine la duchesse de Lorraine, qui était veuve, la fille de sa sœur, reine de Danemark. Et donc il a en fait donné à un pays, le nôtre,
mais le vôtre aussi, des constitutions qui vont fonctionner jusqu'en 1794, c'est-à-dire l'annexion française. Et donc nous avons dû vivre en étant un État, ça n'a rien à voir avec l'annexion, par exemple, de la Tchécoslovaquie, de la Bohème par les Autrichiens. C'est un État qui a des constitutions, des droits, et en même temps dont le souverain n'est pas là. Il est ou à Madrid ou à Vienne. Et donc nous avons à travers ça pris un curieux rapport au pouvoir et au fonctionnement de l'État. Je trouve que pour comprendre l'Ancien Régime, le mieux c'est de lire Yourcenar, Les Souvenirs du Nord, parce que les ancêtres de Yourcenar étaient ces aristocrates des anciens Pays-Bas. Et si on reprend toute l'histoire, notamment de Charles Quint est convaincu qu'il y a un pluriel des peuples et dans ces peuples. Et donc, moi, je crois que nous venons de là, et il n'y a eu finalement qu'une parenthèse de 30 ans où nous avons été annexés par la France, puis par les Pays-Bas. Pour le reste, nous sommes un pays qui a une histoire très particulière, qu'il a du mal à dire et à comprendre, parce qu'elle ne ressemble pas à la plupart des histoires européennes. Encore que, pour beaucoup d'entre elles, si on regarde de près, l'Italie n'est quand même un pays qui est unifié que bien après nous. Mais donc je pense que cette question des mentalités qui sont forgées par cette histoire vont aussi jouer un rôle dans la production littéraire francophone du royaume. Puisque pour compliquer le tout, notre pays n'a aucune langue en propre. Il n'y a même pas le Letzeburg. Il a ou le français, ou l'allemand, ou le néerlandais. Il y avait des patois, mais ils ont été largement éradiqués. Donc, à toute cette complexité s'ajoute la complexité d'un rapport avec le grand voisin, la France, dont on sent bien que nous ne sommes pas les mêmes, mais dont on voudrait faire croire, en tout cas les écrivains, qu'ils le sont, puisqu'évidemment, la reconnaissance littéraire se passe d'abord à Paris. Est-ce que c'est ce que tu attendais? Oui, tout à fait. On va reparler un petit peu de La Nuit de Juste ou bien de ce que tu viens de dire, mais j'aimerais bien présenter aussi, dire quelques mots sur le premier tome et sur le second tome. Pour revenir à ce pluriel, qui est en fait ne doit pas être compris comme un handicap, mais comme un atout chez Marc. Le premier tome du grand œuvre sur la Belgique francophone visait de même à ouvrir, je cite, non seulement des perspectives sur la singularité belge, mais aussi sur ce qui y dépasse l'équivalence langue, peuple, territoire. Ancienne terre romane à la croisée des contradictions européennes, la Belgique, dis-tu, invente très tôt une littérature de langue française au sens moderne du terme. Elle produit des mythes porteurs, mais ne se pose pas, du fait même de cette ancienneté dans la langue, toutes les questions qui découlent de la place que la langue et la littérature ont prise dans la construction de la nation française. Le tome 2 portait ensuite sur l'ébranlement causé par l'invasion allemande du 4 août 1914 et l'anéantissement du mythe germano-latin du XIXe siècle belge qui l'a entraîné. 1940 poursuit ce travail de sape, d'autant que Léopold III se voit acculé à prendre d'autres décisions que son père, Albert Ier, grand héros de 14-18. Diffamé en France, où on refusait l'idée d'une corresponsabilité de la grande nation dans la défaite de 40, le roi Léopold III fait comme l'empereur Charles Quint. Il abdique au profit de son fils. Oui. Dans l'après 44, qui intéresse le tome 3, la création littéraire belge francophone semble s'être peu concentrée sur l'art sublime de savoir perdre. Un savoir-perdre qui sera au cœur plus tard de Une paix royale de Pierre Mertens et justement de La Nuit de Juste de Marc, autour respectivement de Léopold III et de Charles Quint.
Bon, j'ai une question, puisque tu as déjà un peu parlé de la nuit de Juste. Tu me parlais du Soleil se couche de Michel de Gelderode, sorti en 1943 sur Charles Quint, mais c'est, je crois, une pièce en noir. En noir, une pièce un peu, comment dire, plutôt, qui ne rejoint pas cette idée du savoir perdre dont je viens de parler. La notion du savoir perdre vaudrait une conférence à soi seule. Mais il y a quand même, chez les grands écrivains belges, ou chez certains grands écrivains belges, qui n'ont pas été totalement dupes du mythe français, parce que la façon dont la France raconte son histoire, c'est un mythe, c'est une mythologie. Il ne faut pas, comme la plupart des peuples d'ailleurs, hein, c'est pas. Mais là, c'est particulièrement fort. Tout d'ailleurs, il n'y aurait dans le monde qu'une seule exception, c'est l'exception française, alors que tous les peuples sont une exception si on y réfléchit. Mais donc le savoir perdre, ça me semble aller très loin comme notion. Par contre, on ne peut pas ne pas remarquer que dans le corpus belge, il y a sûrement des faits comparables dans beaucoup de littérature, mais il y a une très grande difficulté à produire un héros positif, on pourrait dire. Ça n'est pas non plus forcément un héros négatif, mais il y a quand même une série de personnages importants qui sont justement des personnages qu'on ne peut pas idéaliser, héroïser selon les critères, je dirais, que le XIXe siècle a produit en termes héroïques. Alors, Charles Quint est bien sûr un cas tout à fait particulier, parce qu'il abdique de son plein gré. Il n'y a aucune pression populaire pour le faire abdiquer. Je pourrais m'attendre sur les raisons, mais ça c'est une autre question. Le cas de Léopold III est plus compliqué. Alors, le cas de Michel de Gelderode, dont tu parles, il écrit cette pièce en 1942. 43, donc au moment du tournant de la guerre. Et il prend comme héros l'empereur retiré à Juste. Il est visiblement assez bien informé. Donc, il sait très bien que l'empereur ne s'est jamais retiré dans une cellule de moine. C'est une couillonnade du romantisme. C'est un faux intégral. L'empereur a fait construire un petit palais sublime sur le flanc de l'église de l'abbaye de Juste, du monastère de Juste. Et il emmène avec lui une série de personnes, dont son montreur de marionnettes. Et évidemment, vous connaissez la passion de Gelderode pour les marionnettes. Le soleil se couche va notamment mettre en scène un montreur de marionnettes qui amuse l'empereur et qui sort comme par hasard de sa poche Eulenspiegel. Donc on a une série de mises en abîme par rapport à notre histoire, dans notre histoire littéraire. Le montreur de marionnettes est masqué, il est né le même jour, à la même heure que Charles Quint, et l'Inquisition de Philippe II attend la mort de l'empereur pour le faire passer sur le bûcher. Et donc il y a tout un jeu sarcastique, comme toujours chez Gelderode, mais il y a aussi une reconnaissance réciproque du montreur de marionnettes et de l'empereur, le montreur de marionnettes disant « Vous êtes finalement d'abord l'empereur des songes ». Et donc, on ne peut pas dire que c'est un savoir-perdre. En même temps, c'est sortir par rapport à l'occupant allemand une figure qu'ils peuvent difficilement discuter, puisqu'il a aussi été empereur romain germanique. Mais c'est quand même une façon, il le prend au moment où il n'est plus rien, enfin plus rien, où il n'est plus tout à fait ce qu'il a été, où il en est conscient, et où surtout il se rend compte que son fils sera un traître. Bon, ça peut se discuter historiquement. Mais donc, c'est quand même amusant ou intéressant, les deux, de voir que c'est sa dernière pièce en plus. Sa dernière pièce, sauf qu'il y aura Marie la Misérable après, mais c'est sa dernière grande pièce, avec les jeux de double, les jeux de masques, et qui est consacrée à un homme qui a choisi de se retirer, mais qui ne parle là-bas que des Pays-Bas.
de ce pays de cocaïne, de ce pays de jouvence, sur lequel il a régné, et par rapport auquel un des moines qui l'entoure a visiblement de grands désirs, alors que l'autre est fou d'ascèse et bien sûr partisan de l'Inquisition. Donc c'est une pièce très complexe, mais je pense que ce n'est pas la seule dans laquelle on voit un intérêt des Belges pour ces figures de perdants, de retirés, de... Bon, l'autre grand exemple, c'est Charles le Téméraire. Il y a quand même plusieurs pièces dans le corpus belge, il y a un roman aussi, consacré au duc de Bourgogne, mort devant Nancy. Et si je prends le processus inverse, il n'y a pas de grand roman sur Léopold II. Il y a des textes sur Albert Ier, mais ils ne sont pas pour autant devenus de puissantes figures de fiction. Et je crois que ça a à voir avec le rapport que nous avons à l'histoire et au fait, enfin nous, oui, nous ne pouvons pas croire à l'histoire avec un grand H. On y a un peu cru en 14, après la résistance héroïque de l'armée belge, qui a d'ailleurs modifié définitivement la guerre de tranchées et la fin de la guerre de mouvement. Et je pense que ces petits Belges ouvrant les digues de l'Isère pour inonder le pays, qui ont été finalement les moteurs d'une modification profonde de la guerre au XXe siècle. Donc, j'ai beau chercher, oui, il y a des livres, mais ils ne sont pas bons. Il n'y a pas de chef-d'œuvre en littérature belge qui mettent en scène un héros positif. Je prends un autre exemple. Henri Beauchot, qui est mort en 2012, écrit en 1990 Édipe sur la route. Tout le monde connaît Édipe, tout le monde sait ce que le théâtre en dit, et voilà un Belge qui n'a jamais renié sa nationalité, ça il faut le reconnaître, qui prend Édipe entre Thèbes et Colonne. C'est-à-dire qu'il le prend à partir du moment où il a abdiqué comme roi. Et où le trajet, disons, entre Thèbes et Colonne, qui va durer 10 ans en compagnie d'Antigone, va l'amener à une autre perception du monde et de soi. Ce qui a certainement été aussi le destin de Charles Quint, parce qu'on ne choisit pas, quand on est l'homme le plus puissant du monde, de se retirer dans des solitudes sublimes. Enfin, donc là, je crois que c'est une des clés d'interprétation de notre histoire. Bernadette a très bien parlé de Pierre Mertens. Une paix royale prend comme personnage central le roi Léopold III, dont on suit le cours et le parcours, et puis qui devient ce grand ethnologue, que reconnaissent d'ailleurs les ethnologues, qu'il a été après l'abdication en 50-51, puisqu'il abdique, mais Baudouin n'est couronné qu'un an plus tard, et où en fait Léopold III se retrouve dans la forêt amazonienne, dans la solitude, et donc loin du pouvoir et loin de l'histoire. Je crois que la question de l'histoire est vraiment, la question du rapport à l'histoire, de la forme d'inscription de l'histoire, est au cœur de ce que nos lettres affrontent, souvent sans le savoir ou en voulant le dénier, et qui est justement ce que j'essaie de faire dans mes 3 tomes déjà publiés, puisque le 3e est en route depuis Munich, paraît-il, c'est de montrer qu'il n'y a pas de littérature qui échappe à l'histoire. Il n'y a pas de peuple qui échappe à l'histoire. Mais on peut très bien échapper à la mythification de l'histoire avec un grand H. Et j'essaie donc de montrer dans les parcours de mes 3 tomes, qui commencent toujours par des parties historiques. Puis je prends une série d'œuvres, bien sûr je ne peux pas parler de toutes, qui me semblent exemplatives et dans lesquelles j'essaie de montrer le rapport à l'histoire ou le fait que l'histoire a largement produit ces textes, sans que pour autant ils en donnent des symptômes évidents. Alors évidemment, dans le 3e tome, j'ai pris une série d'écrivains dans lesquels, mais c'est très rare, la Seconde Guerre mondiale est clairement présente,
C'est très très rare. Mais par contre, j'ai pris aussi des esthétiques qui ne peuvent pas s'expliquer autrement que par les faits historiques, mais qui en sont la métamorphose ou la transformation. Oui, dans le tome 3, tu mets l'accent par exemple sur la poésie, l'importance de la poésie, hein, qui est une sorte de refuge. Elle est moins visitée par l'histoire que d'autres genres, le roman ou le théâtre en tout cas. Et tu dis aussi, c'est intéressant, que donc, les idéaux de paix et de fraternité universelle semblent pouvoir s'inscrire dès lors aisément dans ce moule et conforter la confiance au plein du langage. Une chose que le roman semblait ne pas pouvoir fournir, apparemment. Hein. Donc ça, c'est pour enchaîner sur ce que tu as dit. Je ne voudrais pas résumer le tome 3, qui est vraiment, il fait partie d'un projet monumental. J'insiste pour dire que c'est un ensemble qui s'adresse bien sûr aux érudits, mais qui est tout à fait accessible. Le grand public le lira très facilement, le tome 3 y compris. L'écriture est très limpide. Marc travaille vraiment beaucoup ses textes, j'en sais quelque chose. On a dans son entourage tous et toutes plus ou moins contribué à la genèse du point de vue de la forme, hein, de la mise en forme. Et on voit que Marc retravaille, c'est prêt, tout a été remis au propre, il retravaille encore, il change, il nuance. Et ça devient un petit joyau finalement, hein, en fin de compte. C'est très écrit. Très vécu. Éviter l'histoire. La scène littéraire francophone belge est marquée à plus d'un titre par un réflexe d'évitement. J'ai bien aimé aussi la rime engendrement, ébranlement, évitement. Alors j'essaie de deviner ce qui va suivre dans les tomes 4 et 5. Pas encore trouvé. Des substantifs en ment. Le terrain en avait été préparé en 1937 par le manifeste du lundi, promu par Franz Hellens, qui continuait en 1949 à estimer, je cite, que la Belgique de Maeterlinck et de Bayon fait partie intégrante de cette entité indépendante de toutes les frontières qu'est la France littéraire. Tu dénonces pareille essentialisation de la littérature en précisant qu'elle a encouragé une génération d'écrivains belges francophones à s'aligner sur la doxa franco-française. Alors ici, j'aurais une question. Cela a-t-il été le cas de Maria van Rysselberghe, une écrivaine qui, dis-tu, a joué dans Le Figaro un rôle de grande inquisitrice à l'égard des écrivains belges ne reniant pas leur origine? Elle se contente, quand elle parle de sa propre appartenance à la Belgique, d'y faire allusion autour des histoires belges, histoires un peu absurdes, que lui racontait André Gide sur la Belgique. Comment s'explique ce rabaissement chez une écrivaine telle que Maria van Rysselberghe? Alors, excuse-moi, mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Dans Le Figaro, ce n'est pas elle, c'est Béatrice Beck. Ah, d'accord. Oui. Qui l'a connue à la rue Vanneau, dans l'appartement de la rue Vanneau, et qui va être celle qui préface l'édition en 1968 d'Il y a 40 ans, rassemblant le grand texte d'amour pour Verhaert, il y a 40 ans, les strophes pour un rossignol, qui sont aussi un texte d'amour de Verhaert 50 ans après, et la galerie de portraits dans lesquels le premier portrait, c'est Verhaert. Puis il y en a d'autres, dont Gide, Van Rysselberghe. Donc, ce dont tu parles, et qui est très très significatif, c'est que dans Le Figaro de 1958, je pense, oui c'est 58, au moment où le prix Goncourt est attribué à un Belge qui n'était pas honteux de l'être, Francis Walder, mais qui écrit une langue française, en tout cas dans Saint-Germain ou la négociation, qui à mon avis est plus pure, pour autant que ce concept ait un sens, que la prose de Madame de Lafayette, donc on est devant. Et lui, il s'affirme écrivain belge. Alors, une série de nos compatriotes de l'époque, dont Béatrice Beck, qui vivent à Paris et qui font tout pour être assimilés à l'establishment littéraire français, se déchaînent. Et
disent que ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'écrivain belge, il n'y a que la langue qui transcende tout. Donc, par rapport à Marie van Rysselberghe, elle n'a jamais tenu ce discours-là, mais celle qui préface la réédition de ces 3 textes dont je viens de parler, elle le fait et a été une des furies, on pourrait dire, de cette guerre. Alors, ce fait d'assimilation, Bernadette a parlé de 1937, il y a en effet un manifeste, dit manifeste du lundi, parce qu'ils se réunissaient le lundi, où une série d'écrivains belges, relativement importants, disent tous, ils n'écrivent pas comme ça, nous avons une carte d'identité belge, mais nous sommes des écrivains français. C'est d'ailleurs dont les Français n'ont jamais vraiment voulu accepter l'entièreté des conséquences. Et il y a une attaque très violente contre les écrivains régionalistes qui ne sont pas cités comme tels, ceux dans lesquels la présence de l'histoire propre ou du terroir est présent. Aucun nom n'est cité. Ce qui se passe ensuite, c'est la défaite de 40. La défaite de 40 qui est aussi, et d'abord, la gigantesque défaite de la première armée du monde, qui était l'armée française. Il faut quand même se souvenir que le 18 mai, donc 10 jours avant la capitulation belge, les troupes allemandes sont à Abbeville. Donc, toutes les armées du Nord, britanniques, belges et françaises, sont encerclées. Mais donc, la défaite du 28 mai 40 et du 16 juin 40 pour les Français est quelque chose d'énorme, dont, à mon avis, on n'a jamais étudié suffisamment toutes les conséquences. Par rapport à la Belgique, évidemment, après l'épisode glorieux de 14, on se trouve, alors qu'on avait une armée beaucoup plus importante qu'en 14, devant une défaite. Et, en tout cas, durant les 2 premières années, beaucoup de gens pensent quand même que l'Europe deviendra allemande. Puis, il y a le tournant de la guerre dont j'ai parlé, dans lequel Gelderode écrit cette pièce très symptomatique. On sort de la guerre grâce aux Alliés, enfin aux Alliés anglo-saxons, même s'il y a eu un peu de troupes belges, luxembourgeoises, hollandaises. Et on découvre l'horreur d'Auschwitz. Et à mes yeux, une grande partie de la reconstruction de l'Europe de l'après-guerre a à voir avec, 1, la défaite, 2, il y a quand même eu beaucoup plus de collaboration qu'on ne le dit, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résistance, et 3, devant l'horreur absolue des camps de concentration. À partir de là, quelle Europe va-t-on faire? Qu'allons-nous faire de nos pays? Et Bernadette a cité la poésie parce qu'en dehors du fait qu'on a toujours dit que la Belgique était un pays de poètes, bon, ce qui est clair, c'est que l'establishment littéraire belge de l'après-guerre choisit la poésie comme genre majeur, absolument dominant. Mais une poésie plutôt en vers classique, en alexandrin, qui doit être en français parfaitement lisible et qui va porter les valeurs humanistes, on pourrait dire, de réconciliation entre les peuples. L'horreur d'Auschwitz, que l'on retrouve par exemple dans la poésie magistrale, écrite en allemand de Paul Celan, ne hante pas du tout ces poètes, qui sont convaincus que, bon, une sorte d'humanisme, et qui intériorisent et extériorisent la doxa française, si on peut dire, sur la langue, sur l'absoluité de la langue, sur le non-rapport de la langue à l'histoire. Et cela fait partie de la reconstruction française, puisque, bon, heureusement, il y a eu le général, mais enfin, la France a quand même été vaincue, et méchamment, en 1940. Et en 1945, avec la libération, la France se trouve, elle aussi, devant son problème de reconstruction, et devant le problème du discours qui va l'accompagner,
Bien sûr, il y a l'épopée gaulienne. Bien sûr, il y a la résistance. Et Jean Moulin sera, comme par hasard, et très justement enterré au Panthéon. Il y a les colonies dans lesquelles on va réprimer avec une violence rare. Il y a 40 à 50 000 morts en Algérie, quelques jours après la signature de... Mais en même temps, la France entend, ça c'est clair, reprendre la position dominante impériale, elle ne l'a plus, c'est les États-Unis qui l'ont, mais la position de maîtrise complète de la littérature. Paris est encore le centre du monde au niveau culturel, et donc la France en remet, je dirais, en remet mais au sens profond, sur le fait de sa langue comme modèle de la culture, de ça. Et donc évidemment, les Belges vont entrer, enfin une partie des Belges, vont entrer complètement dans ce schéma afin d'être reconnus à Paris et vont surtout utiliser la poésie parce que dans le roman, il est quand même beaucoup plus difficile de faire l'économie de l'histoire. Même si beaucoup de romans belges de cette époque font tout pour gommer un rapport direct aux référents belges dans le récit. Mais le roman est donc un genre considéré comme mineur, parce qu'il touche à l'histoire. Et qu'à partir de l'idéologie de la langue, de cette langue qui transcenderait l'histoire, et de la langue française qui transcenderait toutes les langues, il y a évidemment de grandes difficultés à faire entendre, ou à faire croire, ou à produire une littérature qui s'assumerait comme, je ne dis pas indépendante, mais comme autonome. Nous sommes dans un champ littéraire de langue française, ça c'est clair. Et ça va être, au fond, la clé de ces 25 années de l'après-guerre, auxquelles va succéder, par ma génération et par la voix de Pierre Mertens, l'affirmation de la belgitude, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, mais qui consiste quand même à dire « ça suffit ». Ça suffit. Ça suffit, ce n'est pas vrai. Bon. Et donc, les 600 pages de mon livre, j'aurais, si j'avais pu, eu le bonheur peut-être d'en écrire 1000, parce qu'il y a plein d'écrivains, dont Valder, pour qui j'ai une très grande estime, que j'évoque, mais que je n'analyse pas. La plupart des analyses du livre sont entre 30 et 50 pages par auteur. Ça aussi, c'est une volonté, peut-être une erreur, de montrer que l'analyse littéraire doit aller très loin. Et que justement, si on le fait, on entre forcément dans la nuance, dans le pluriel, dans la complexité. Et donc, une des clés de ce livre, avec ses 4 premiers chapitres historiques, qui expliquent ce qui se passe. Pourquoi il y a cette idéalisation de la poésie qui est une forme d'évitement du réel. Mais en même temps, ce qu'on ne fait jamais dans les histoires littéraires, on ne tient pas compte que les enfants que nous avons été avaient des référents belges niés par la littérature officielle, mais présents par ce que nous lisions, c'est-à-dire notamment la bande dessinée. Le journal Tintin, le journal Spirou, il y a eu en fait toute une éducation parallèle des petits Belges que nous étions, parallèle au discours littéraire officiel dans lequel nous étions élevés et pour lequel il n'y avait de grande littérature au monde que la littérature française. Donc, j'essaie d'expliquer ça, et puis, dans 3 grandes parties, de montrer des traces de la Seconde Guerre mondiale, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des romans qui la mettent en scène. La façon de la mettre en scène, on va en parler. Ensuite, des esthétiques, dont le réalisme magique ou le féerique, qui sont, où on voit bien comment il y a l'inscription des événements de 39-45, mais la métamorphose. Et la dernière partie, j'ai appelé la fin des illusions. C'est une étude d'une série de choses auxquelles nous croyions encore, dans lesquelles nous avions été éduqués et ou adhérés, et qui vont disparaître progressivement avec les années 70-80. Dans ce chapitre, dans cette partie, je reprends un chapitre sur ma bien-aimée Maria van Rysselberghe,
Olivier sait très bien que j'ai une grande passion pour cette femme, vous aussi. Et j'ai donc consacré un chapitre du premier tome à il y a 40 ans. J'y reviens un peu dans ce volume, mais je m'attache surtout dans ce volume aux 4 cahiers dits cahiers André Gide, qui sont les cahiers de la petite dame, où elle note au jour le jour la vie de celui qui va devenir son beau-fils, puisque la petite fille, non, la fille de Marie-André Seulberg et de Théo a un enfant qui vient d'André Gide et qui est Catherine Gide. Alors, ce monument que sont les 4 tomes des cahiers de la petite dame sont très intéressants à étudier justement par rapport au monde qu'elle représente et qui est le monde du cercle d'André Gide et de la NRF. Maria van Rijsselberghe, je pense, n'a jamais nié qu'elle était belge. Mais en même temps, elle s'est trouvée en première ligne dans le cercle dirigeant de ce qu'est la littérature française à l'époque, c'est-à-dire la NRF. Il faut quand même se souvenir qu'en 1939, l'ambassadeur allemand à Paris écrit au Reich, il y a 3 puissances en France. La banque, l'industrie, le Parti communiste et la NRF. Et quand on se remémore ça, évidemment, on se rend compte aussi de ce à quoi ont dû s'affronter les écrivains du premier après-guerre, c'est-à-dire la génération 45-70. Maria van Rijsselberghe, c'est très, très, très compliqué, je trouve, à analyser, mais elle n'a jamais renié sa Belgique, mais en même temps, elle trouvait dans ce cercle d'André Gide une place et une deuxième forme d'adhésion à ce qui a été les fins de siècle, à ce qu'ont été les fins de siècle, c'est-à-dire une croyance profonde dans l'esthétique et dans la clarté. La clarté de la peinture va se transformer en clarté de l'écriture. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Voilà, excusez-moi, j'ai des petits problèmes. Tu peux m'ouvrir? Ah, pour une fois que j'ai plus de poigne qu'un homme. Non, mais moi, avec mon opération, j'ai plus de main. Hein. Voilà, je ne sais pas, Bernadette, si je t'ai répondu, ni si j'ai été assez clair. Parce qu'il faut bien se dire, ce tome, c'est affronter une réalité très, très difficile et essayer d'aller en dessous du masque et des masques pour montrer les structures et des fils continus, mais qui sont un peu secrets. Oui, donc tu as vraiment mis l'accent dans le tome 3 sur l'évitement du référent belge. Donc pas seulement l'évitement de l'histoire avec grand H à travers ce petit refuge poétique qui caractérise toute une partie de la littérature belge francophone, mais aussi donc cet évitement du référent belge auquel a porté remède le mouvement de la belgitude. Ouais. Très vite, les pouvoirs publics se sont mobilisés dès janvier 1977. Donc tu as été nommé, affecté au service des lettres du ministère de la Culture française. Sous ton impulsion, c'est Daniel Roche qui le rappelle, l'aide au secteur littéraire va s'intensifier notablement en faveur des rééditions de la création théâtrale, de l'activité critique, mais aussi de 2 organismes spécialisés dont le rôle ira grandissant. Archives et musées de la littérature et promotion des lettres belges de langue française, une ASBL créée dans la foulée d'Europalia 80, qui publie ton alphabet des lettres belges de langue française. Et comme l'évoque Georges-Henri Dumont, l'un de tes compagnons de route, tu déclenches la polémique avec une introduction balise pour l'histoire de nos lettres, qui met en valeur une littérature, comme tu dis, qui ne paraissait pas aller de soi.
Dès le départ, tu as œuvré pour que les Belges se rendent à l'évidence que leur pays possédait un patrimoine littéraire propre, mais aussi pour que celui-ci soit inclusif de toutes les sources et influences qui le constituent, entre autres celles de l'Afrique centrale. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Hein. On lit au début du tome 3 que l'impact des univers africains sur la vie littéraire belge est presque nul. Économiquement et politiquement liés, les deux mondes demeurent donc pour l'essentiel des univers culturels séparés. Rien ne semble pouvoir atteindre la différence civilisationnelle, même lorsqu'on se trouve dans une volonté de dialogue, ainsi dans l'entretien de Roger Baudard avec Paul Lomami Tshibamba. En revanche, on aurait pu croire que la philosophie bantoue du père Placide Tempels, qui est apparu en français en 1945, constitue un revirement. Il a eu beaucoup de succès tout de suite lors de sa parution. Mais curieusement, donc, le premier titre du catalogue de la maison parisienne, Présence africaine, la Bible de nombreux acteurs des indépendances. En revanche, tu écris qu'il ne modifie en rien l'étanchéité et la hiérarchie des univers culturels respectifs en Belgique. Ma question est la suivante. Comment expliques-tu pareille étanchéité? Cela relève-t-il aussi de l'évitement ou d'autres facteurs? C'est une grosse question. En plus, elle vous concerne un peu aussi au Grand-Duché, parce qu'il y a quand même eu une série de citoyens grand-ducaux qui ont travaillé au Congo. Il y a même un écrivain important dans la littérature coloniale des années 20. Alors, le Congo n'a jamais été, à la différence de l'Algérie, une terre de peuplement. Bon, ça c'est... On ne peut pas dire pour autant, en tout cas dans ma jeunesse, que le Congo était absent. D'ailleurs, on avait des cartes. Il était absent de ce que l'on nous disait. On disait d'ailleurs qu'on allait en faire la 10e province, qui était 80 fois plus grande que la Belgique, donc ça aurait été une province mammouth. Et le futur Albert II aurait dû en devenir le vice-roi. Tout ça, on a oublié. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait une absence du Congo dans l'univers de la Belgique des années 50, mais il n'y avait pas de présence de la culture congolaise, même si en 1949, un prix de la foire de Bruxelles est un prix de littérature coloniale qui couronne le premier romancier congolais de langue française. Donc, comme toujours, c'est ça le problème des exposés oraux, c'est qu'on doit en partie simplifier. Mais globalement, il n'est presque pas pensable qu'il y ait une culture congolaise. C'est en quoi d'ailleurs, d'autant plus qu'elle est orale, pour l'essentiel. Il y a quand même quelques écrivains belges qui vont dire « mais ils ont une culture, eux aussi, simplement pour le moment elle est encore orale ». Puis alors, il y a ce livre du père Tempels qui a fait beaucoup de bruit, y compris au Vatican. Parce que le livre s'appelle « La philosophie bantoue ». Or, le terme philosophie était bien sûr réservé à l'Occident. Platon, Aristote, Saint Thomas. Comme l'histoire. Comme l'histoire. Donc, c'est un livre scandaleux, qui va quand même faire son effet, notamment chez les Africains. Ce sera une Bible de la décolonisation. Alors, on peut discuter le livre de Tempels comme tout livre, parce qu'évidemment, pour lui, les religions africaines préparent le christianisme. Mais elles le préparent parce que, justement, il y a une conception philosophique. Et tout ça, disons, ne touche pas la Belgique en dehors peut-être de certains milieux particuliers, notamment les prêtres. Ils en savent plus.
Mais alors, ce qui est capital dans ce que Bernadette vient de lever comme coin du voile, c'est que la littérature belge de langue française, écrite au Congo, au Rwanda, au Burundi, au Rwanda, au Burundi, on disait à l'époque, ou écrite en Belgique à propos de l'Afrique centrale, ne fait pas partie du corpus littéraire. C'est un des nombreux évitements par lesquels, en fait, on pourrait analyser une partie justement importante de ces années 50. Elle ne fait pas partie de la littérature de langue française, comme les avant-gardes. Donc, il y a vraiment un champ littéraire officiel qui a fait des choix liés à ce que Bernadette a annoncé avec la poésie, et qui fait qu'évidemment, s'il y a des textes littéraires qui sont particulièrement marqués par le réalisme, on peut discuter le réalisme, on peut discuter l'esthétique réaliste, mais le fait est, c'est les récits coloniaux. Parce que les Blancs confrontés aux Noirs, fussent-ils dans leur position de domination, ne peuvent pas ne pas se rendre compte qu'il y a une certaine différence autour d'eux. Alors, comment ils en parlent, c'est encore une autre question. Et donc, il y a un double évitement dans le champ littéraire dominant, champ littéraire francophone belge. Un, il n'est pas question qu'on parle, excusez-moi, mais c'est ça, qu'on parle des bougnoules, comme ça qu'on les appelait, les Africains. Et deux, il n'est pas question de considérer comme littérature ces récits réalistes, alors que, comme j'ai essayé de le montrer dans le premier tome, l'autonomisation littéraire belge du XIXe siècle se fait, par rapport à la France, se fait notamment par une sorte, ce que j'ai appelé de surlittérarité. Cette surlittérarité devient, avec le manifeste du lundi, ce dont on a parlé tout à l'heure, une sorte de volonté d'en remettre sur une langue qui pourrait presque être celle des précieuses. Donc, il y a un vrai problème. Si vous prenez le monumental ouvrage de Joseph Hans et de Charlier, qui fait 1200 pages sur 2 colonnes, je crois qu'il y a 25 lignes sur les récits coloniaux. L'abbé Henley, c'est différent. Lui, il y a un chapitre carrément. Et donc, il y a un double évitement de la réalité étrangère, congolaise, alors qu'elle est de plus en plus liée à la Belgique, un évitement du réalisme, et bien sûr, dans l'historiographie littéraire, c'est mis à part. Il y a en 1942 comme en 1944 un remarquable précis de littérature coloniale faite par un homme qui était intéressé par les cultures congolaises, Gaston Denis Perrier, mais tous les livres d'histoire des littératures belges, sauf un peu d'outre-pont, dont je parle d'ailleurs dans le précédent tome, ne considèrent pas que c'est de la littérature et donc ne le mettent pas dans le récit historique de ce qui est produit en littérature en Belgique. Alors, c'est une des choses, je pense, que j'ai faites, ou que j'ai, ce qui serait plus juste, essayer de commencer à faire. Dans le premier tome, il y a un chapitre complet sur le premier roman colonial, qui est au fond le roman de la conquête. Alors, mais c'est très belge, c'est comme Eulenspiegel, c'est la zouanze, c'est la dérision, enfin. Et donc il y a un chapitre dans le volume sur le XIXe siècle sur un texte lié à l'Afrique. Dans le second tome, il y a des allusions, mais je n'avais pas le temps. Par contre, ici, j'ai pris 2 chapitres. Donc sur les 18 chapitres, il y a 2 chapitres directement consacrés à une œuvre littéraire belge qui est liée au Congo, et qu'en même temps, je mets en parallèle avec un texte congolais de la même époque. Ce qui permet de voir parfaitement une sorte de cohabitation et une sorte de parallèle, quoi. Et ça aussi, ça m'avait été très fort reproché, quand j'ai commencé à dégager un programme sur l'Afrique centrale, j'ai dit il faut étudier en parallèle les deux productions littéraires, si on veut comprendre l'histoire. Donc, j'essaie de pallier
à ces évitements nombreux, qu'on pourrait d'ailleurs démultiplier, et qui expliquent quand même ces évitements la naissance, on le verra dans le cas de Thome, de la belgitude. Ce qui, à un moment pour notre génération, c'était devenu mais impensable. Mais la belgitude est encore quelque chose de très ambigu. Ça, bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais la question des évitements, il ne cesse de se multiplier tout au long des premières années qui suivent l'après-guerre. Et l'Afrique, ça c'est vraiment un paradoxe, parce que à l'exposition de 58, il y a des gigantesques pavillons du Congo, qui d'ailleurs vont jouer un rôle dans l'indépendance, puisqu'on invite une série de Congolais qui vont découvrir la Belgique. Hein. Alors, ils vont se rendre compte qu'en Belgique, il y a aussi des pauvres, que tout le monde ne se promène pas dans des attitudes de domination. Et ça va jouer un rôle d'accélérateur par rapport aux indépendances. Mais ce que j'essaie donc là, c'est de dire, pour faire une histoire littéraire, il faut complexifier le discours. Dans ce tome 3 aussi, c'est à minima. Je parle par exemple de ce qui s'est fait dans la province belge de Luxembourg, de ce qui s'est fait du côté de Tournai dont je suis originaire. On ne peut pas uniquement prendre ce qui est dans le centre, même si le centre est dominant. Et pour l'Afrique, là, c'est un vrai combat. Mais pour vous dire que c'est un combat, quand j'ai quitté les archives et musées de la littérature, le pouvoir organisateur, c'est-à-dire la communauté française de Belgique, Fédération Wallonie-Bruxelles, passait une nouvelle convention entre l'institution et le ministère. Tout le travail sur l'Afrique a été supprimé. Donc ça, on n'en a pas fini avec l'Afrique. Et ce n'est pas en déboulonnant les statuts de Léopold II qu'on va résoudre les questions. C'est une imbécilité totale, d'ailleurs. Certains Congolais le disent, d'ailleurs. Mais, donc c'est quand même très, très particulier que ce Congo, qui a fait la puissance de la Belgique, il est hors culture. Et il est totalement hors culture dans mon enfance. Par contre, oui, il y a les masques africains. Les expositions de missionnaires, on voit des masques africains. Mes parents m'en offrent un. J'ai 11 ans. Oui, je crois qu'on va passer à Henri Beauchot. Si tu veux, moi, parce que je suis obéissant. Je ne voudrais pas réduire le temps de parole réservé au public. Tu as beaucoup écrit sur Henri Beauchot. Tu as eu la générosité aussi de m'envoyer beaucoup de textes. Et c'est comme ça que j'ai pu, au fur et à mesure, constater qu'il y avait une évolution dans ton rapport critique par rapport à Henri Beauchot. C'est un ami, c'est un grand ami de Marc. Est-ce que c'est plus difficile d'écrire sur un ami ? Je lui ai posé la question récemment. Il me dit que c'est pas parce qu'on est amis qu'on est dupe. Bon, mais ça me rassure beaucoup. Et effectivement, on le constate parce qu'il y a toute une évolution. Dans le tome 3, j'ai appris des choses. Tu as précisé certaines choses qui n'avaient jamais été par personne, ni même par toi, par toi-même. Pourrais-tu nous parler d'évolution de ton point de vue sur l'ami Henri ? Alors, première chose, l'amitié. C'est vrai que je pense que aucun d'entre nous n'est un dieu. Et donc, on peut être un ami très profond sans être... j'ai dit dupe dans le cas d'Henri parce que c'est un manipulateur, quelque part. Deux, il y a quand même des choses à propos d'un ami qu'on ne dit pas à n'importe quel moment. Là, je trouve que c'est ce qui rend la position un peu plus faible. En tout cas, qui retarde. J'ai pu aller au bout de ma pensée après sa mort. Peut-être que certains d'entre vous diront que c'est de la lâcheté, mais je trouve quand même que, pour prendre un exemple tout à fait latéral, au colloque de Cerisy-Lassalle qu'on a consacré à Beauchot en 2001, j'analysais un très très beau roman qui s'appelle La déchirure. Et il avait donné au musée de la littérature les manuscrits de ce roman qui
qui a compris des tas de versions, dont la finition, enfin dont l'accélération et la transformation est due à l'écrivain algérien Jean Amrouche, dont il était proche. Et dans ces premières moutures, outre ce que j'ai découvert par rapport à la genèse littéraire, on découvre aussi des trucs plus privés, et notamment le fait qu'il n'a jamais aimé la mère de ses enfants. Ça, je considérais que je ne pouvais pas le dire tant qu'il vivait. Et donc, j'ai parlé du manuscrit et tout, mais en plus, je connaissais ses enfants, en tout cas l'aîné, avec toutes les blessures qu'il porte. Donc ça, j'ai postposé. Ça me paraît quand même de l'ordre de la déontologie. Mais on pourra en discuter. Hein. Alors, par rapport à Henri, je ne sais pas si vous le connaissez, ce que vous en savez, donc il dirige pendant la guerre les volontaires pour le travail, qui est une organisation un peu scout, qui va déblayer des ruines à Wavre, à Tournai et tout, qui est quand même sous contrôle, enfin non, toléré par les Allemands. Donc, il part en 1943 au moment où ça ne devient plus possible parce que les Allemands sont en train de le prendre complètement en main. Et donc, c'est un aspect très compliqué de sa vie, très discuté après la guerre. Il y aura des jugements. Et en 1985, on doit être attribué le prix quinquennal de littérature. Tout le monde est d'accord qu'un des grands écrivains, après Willems, c'est lui. La seule question dont nous débattons, c'est par rapport à la guerre, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Ce n'est pas un collabo, mais à mon avis, il a cru à l'ordre nouveau. Et donc le jury, qui est présidé par Hans, conclut que oui, on peut donner le prix, que l'affaire est close. Et le roman Édipe sur la route, comme par hasard, suit ce processus. Il est commencé avant, mais il s'accélère à ce moment-là. Et le roman Édipe sur la route est quand même le récit de la réhabilitation d'un homme qui a été roi, qui était roi déchu. Alors moi, à partir de 80... En 84, il vient écouter la lecture de mes poèmes par Antoine Vitesse. Il m'a écrit au moment des balises où je parle très peu de lui, si tu te souviens, et où je fais une allusion à l'ambiguïté pendant la guerre. Et nous allons alors développer une relation très, très, très profonde sur la littérature, et où de temps à autre, quand même, je reviens sur la question de la guerre. Il y a un truc dramatique, c'est un jour j'étais arrivé avec un appareil pour enregistrer, c'était un tout nouvel appareil, on m'avait dit tel et tel clignotant vert et tout, il n'y a rien qui a été enregistré. Ça n'a pas marché, ça tournait en... Je le regretterai jusqu'au terme de ma vie, parce que je pense que cette fois-là, il avait été honnête. Parce qu'Henri n'a pas arrêté de jouer avec ce réel-là. Et je trouve, moi, que c'est dommage, parce que qui peut dire ce que nous aurions fait à l'époque? À mon avis, Beauchot, c'est comme Mitterrand. Ce n'est pas le général, ça c'est clair. Et donc, au fur et à mesure de ces discussions, qui vont à tous les niveaux, il lit ce que je lis, donc ça va aussi au niveau de la genèse littéraire, je me suis fait un peu à la fois une religion sur la complexité des choses, et dans les années 2000, ce qui à mon avis ne l'a pas servi, il a été entouré par des dames, dont une secrétaire d'origine luxembourgeoise, qui avait été son élève dans l'école qu'il dirigeait en Suisse. Et ils ont voulu en faire un dieu et un saint. Dans les années 90, il m'avait dit, tu sais, je suis tout sauf un saint. Ce qui est vrai d'ailleurs, enfin, lequel d'entre nous l'est? Et même ce que les saints sont entièrement saints. Donc, alors, nous sommes restés amis, profondément, mais je ne suis pas entré dans le mythe qui était en train d'être mis en place.
Et puis bon, j'ai été très très affecté par sa mort. C'est un homme, oui, c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, malgré ses défauts et ses mensonges. C'est comme ça. Et donc ici, dans ce volume, il y a 2 très gros chapitres sur lui. Le premier, qui est un chapitre historique, essayant de faire la clarté sur ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est pas un nazi, c'est clair. C'est pas un collaborateur au sens fort du terme. En plus, bon, il faut quand même pas oublier, le roi Léopold III vit dans son château. Bon. Et donc, je crois que j'ai vraiment mis au point les choses, y compris la très ambiguë question du manifeste des provinces romanes. Ça, je crois qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais là, je crois que j'ai vraiment donné tous les éléments. Et puis, de là, je tire le fait qu'en fait, toute son œuvre est marquée par la question du jugement. Parce qu'il est jugé une première fois en 1945, une seconde fois en 1946, il est condamné en 1945, il est acquitté en 1946. Et si on prend l'ensemble de l'œuvre, c'est une sorte de retravail de la question du jugement qui va donner des chefs-d'œuvre. Et dans un deuxième chapitre qui lui est consacré, je parle de la première pièce qu'il écrit, qui est consacrée à Gengis Khan, c'est-à-dire à l'affirmation de la surpuissance, et à ce roman que je viens d'évoquer, La déchirure, qui est celle d'un personnage qui ressemble d'assez près à son auteur et qui est quelque part un être paumé qui essaie de se refaire, et notamment à travers sa relation, si on peut parler de relation, avec sa psychanalyste de l'immédiate après-guerre, qui est la femme de Pierre-Jean Jouve, la grande Blanche Réverchon-Jouve, qui a été la première traductrice de Freud en français. Oui, on avait prévu une petite lecture d'un passage sur le jugement, justement, mais je ne voudrais pas qu'on omette de parler de Paul Willems. L'œuvre de Paul Willems est marquée par la guerre. Il occupe à ce titre une place importante au sein de la production littéraire de la Belgique francophone de l'époque. De lui, tu dis qu'il opte pour le réalisme magique en inscrivant son récit dans une dimension cosmique. Je suis en train de lire La blessure. Non, blessure au pluriel. Et c'est tout à fait le qualificatif qui lui convient. Tu précises que cette dimension cosmique va de pair avec l'usage du grotesque pour la réalité ordinaire. Tu parles à ce moment-là de Tout est réel ici, son roman d'un soldat de 39-40, pour dire qu'il n'inscrit l'éventualité de la guerre qu'en toile de fond. C'est que, écris-tu, l'entrelacement de figures mythiques, Icare, Héros, Léandre, la Flandre, etc., avec les déchirures du désir et l'immersion dans les éléments naturels, travaille bien plus profondément ce texte. Tu en conclus que hors-lieu et l'hors-temps de l'action qui caractériseront l'œuvre sont significatifs de cette volonté d'immerger dans plus immémorial et plus foncier que l'historique. De s'y tenir, soulignes-tu, grâce au pouvoir des mots, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Alors moi, ça me paraît très important, ce passage-là. Paul Willems illustrerait-il par excellence le potentiel créatif de l'évitement? À partir de quoi il conviendrait de ne pas comprendre nécessairement l'évitement comme un handicap, propre à la créativité des années 44 à 70, mais du moins chez lui comme un atout aussi. Qu'en dis-tu? Alors, le cas Willems, en plus j'ai eu la chance, comme pour Bouchot d'ailleurs, d'avoir accès au carnet. Alors la grande différence entre Bouchot et... Parce que Bouchot a publié ses journaux, mais il les a publiés en les ayant notoirement retravaillés. Chez Willems, le matériau est brut, ils ne sont clairement pas destinés à la publication. Et donc, on suit un adolescent, un jeune homme qui aime beaucoup les femmes, qui parle de ses lectures. Enfin. Alors, ce qui est très curieux, donc celui qui va devenir le grand directeur du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, qui est le fils de Marie Guevers, une écrivaine importante,
qui va créer le festival Europalia, est un jeune homme dans les années 30 qui sent monter les périls de la guerre. Tout le monde le sent. On ne peut pas dire tout le monde le sent, mais on sent bien quand on entendait nos parents. Tout le monde le sent, mais ne veut pas y croire. On voudrait ne pas pouvoir y croire. Ce dont on trouve d'ailleurs des traces chez lui. Alors, ce qui va se passer, je vais faire un petit excursus d'abord, c'est qu'au fond, la littérature francophone belge des 25 années dont on parle, que j'ai qualifiée de littérature de l'évitement, cette question de l'évitement, c'est l'évitement du réel, dans ce qu'il a d'insupportable. Et dont Auschwitz est quelque part le plus horrible, le plus impensable. D'où d'ailleurs cette littérature a un problème avec le réalisme ou avec les écritures qui plongent dans le réel. Alors avec Willems, on va se trouver devant quelque chose d'extraordinaire. Donc ce garçon de très bonne famille mais pas riche, ce fils d'une grande écrivaine, a fait son service militaire et en 1940 fait partie des troupes belges qui vont reculer de Liège jusqu'à la Lys. Dans les souvenirs qu'il raconte de cette époque, je vais vous lire un tout petit peu, le 11 donc, ils sont à Liège le 9 mai. Et tout le monde est convaincu que c'est la paix, l'Allemagne ne va pas attaquer. Le lendemain matin, inutile de dire qu'ils sont dans un bel état. Le 11 mai 40, alors que s'opère le retrait de Liège, tout ce qu'il voit, parle de lui paraît comme décalé et plus lent que la vie réelle. Sa mémoire des 2 semaines de retraite sera dès lors celle de 18 jours d'émerveillement. La guerre est une stupide petite chose qui ferait beaucoup de bruit et répandrait le sang, mais que sa rencontre avec son image au fond de l'eau avait, elle, une vraie signification. Donc c'est quand même un cas de figure très très particulier. Il fait la guerre, il a un Allemand en dessous de lui, il est caché dans un arbre, il ne tire pas, et il y a un processus, quelque part, on peut dire, de dénégation. Dans ses journaux, au moment de l'invasion allemande non pas de la Pologne, de l'URSS, il le note en disant que tout ça n'a pas d'importance par rapport à la splendeur des jardins. Or, dans le premier roman, qui s'appelle significativement « Tout est réel ici », on ne peut pas dire que la guerre qui s'approche est absente. Ils en parlent, les enfants entre eux en parlent. Il y a des discussions, est-ce qu'on aura la guerre, est-ce qu'on peut tuer, est-ce qu'on ne peut pas tuer. Mais la réponse fondamentale du récit, c'est celle de l'importance des univers imaginaires. La première partie du livre s'appelle « Les mythes » et l'auteur, le romancier et ses personnages plongent dans une série de mythes qu'il revisite sans les amoindrir comme fera Jean Rey avec la mythologie grecque, mais qu'il transforme. C'est le mythe d'Icare et c'est aussi le mythe très important d'Héro et Léandre, que ces personnages vont incarner avec un homme sur une des rives du fleuve, une jolie dame dont on ne connaît pas le nom et tout, qui allume une lumière de l'autre côté de l'Escaut la nuit. Donc, univers de mythes, et puis univers cosmique, c'est l'univers des jardins, du fleuve, de l'apogée du sujet, dans l'imaginaire des mythes et dans le cosmique. Et puis, le troisième chapitre, c'est celui du drame, il y aura un suicide, il y a un retour du réel. Alors, le réalisme magique de Willems, c'est qu'en effet, il affirme l'importance de l'imaginaire comme étant plus réel que le réel, sans nier totalement le réel, puisque ces pièces, ce texte et d'autres, se terminent par un retour en force très méchant du réel. Mais en même temps, l'essentiel du livre, c'est passé dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on va appeler le réalisme magique, que vous trouvez aussi chez l'écrivain Guy Vaas, chez le cinéaste André Delvaux, dans une réalité qui est autre que le réel,
lequel, dans le roman de Willems et dans d'autres, dans les pièces, sera toujours rendu, restitué à travers le grotesque. C'est une sorte de caricature. Donc le réel n'est pas nié, il est caricaturé par le réel et totalement contredit par la splendeur du rêve. Mais ça se termine toujours, enfin non, il y a des pièces où ça se termine bien. Mais donc ça se termine ici par le suicide de la jeune femme et par l'autoconnaissance par le jeune garçon qui est apparemment sorti du fleuve pour les jeunes enfants, enfin les jeunes enfants, les adolescents, qu'ils ont pris pour un dieu, qu'ils ont confondu avec un héros viking. Et puis bon, lui, avec le suicide de Françoise et la disparition de la dame d'en face, est confronté au réel. Et là, bien sûr, on n'est pas du tout dans le grotesque. Mais l'essentiel de la narration et l'essentiel des plus grandes pièces, c'est qu'à un moment, on est projeté dans un monde plus réel que le réel, mais qui n'est pas le féerique, puisqu'il y a le sarcastique. Et que ça, c'est la vraie réalité de la vie, même si on doit tenir compte d'un réel qui est toujours celui de la déception. Oui, je ne sais pas si on peut passer à une lecture de Beauchot. Peut-être que... Décide, toi, si tu veux lire un petit passage. Un petit passage. Je voudrais absolument donner la parole au public. Un petit passage tout juste pour voir comment il s'exprime dans ce tome 3. Vous verrez avec quelle limpidité tout est toujours bien exposé. C'est très transparent aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, dans le public, s'il y a des gens qui sont... Je sais qu'il y en a qui sont très érudits, beaucoup plus que moi d'ailleurs, hein, dans le public. Certains, peut-être, entendent parler de ceci pour la première fois, peut-être pas pour la toute première fois. Ne vous inquiétez pas, c'est très instructif. Parce que moi, je ne connais pas tous les auteurs dont il parle. Hein. Je ne connais pas tous les contextes dont il parle. C'est impossible, c'est une vraie encyclopédie. Mais j'ai lu ça avec vraiment beaucoup de passion. Hein. Le tome 1 et le tome 2 aussi, où je connaissais pratiquement, je veux dire, oui, quelques grands noms, mais bon, c'est tout, pas plus que ça. Et j'ai vraiment découvert tout un univers, même si jusqu'à présent, je participe beaucoup aux activités de Marc, je l'entendais beaucoup parler, mais là, franchement, lire ça de façon si systématique, ça m'a fait une forte impression. Tu as trouvé un passage ? Oui, mais donc, dans ma bibliothèque, enfin dans mes archives, j'ai un texte de lui, d'une page et demie, 2 pages, qui est sans doute un inédit, mais s'il a été publié, je n'en ai pas eu connaissance, et qui est une étrange histoire de jugement. Le jugement, c'est-à-dire la condamnation, entre guillemets, est rendu par un juge beaucoup plus jeune, appartenant à une génération qui ne comprenait plus la vôtre, ce qu'il dit de ces juges à Bruxelles. À quoi bon les mots quand ils n'ont plus le même sens et la même chair? Alors ne demeure que la loi, cette plume sans bec que subira Antigone, avec laquelle on ne peut plus écrire, mais encore produire des taches, les hautes taches noires qui vous démasquent. Tout ce froid, j'ai le droit d'en parler, je l'ai sué goutte à goutte. Après, je ne sais plus. Mais on raconte qu'à l'heure de l'exécution, le juge ressemble à un enfant qui vous enfourne la mort avec une pitié solennelle au bord du geste d'amour. C'est quand même assez soufflant et je pense assez révélateur de l'ambiguïté d'une vie et aussi de ce dont une œuvre a cherché justement à sortir et en même temps à inscrire. Oui. Je crois qu'on pourrait maintenant passer aux questions. Est-ce qu'il y en a ? Vous avez la parole. Oui, je vois quelqu'un là-bas, à l'avant-dernier rang. Oui, moi je veux bien commencer. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez exposé, notamment les liens entre les romans et l'histoire.
je vais le dire d'une manière un peu caricaturale, pour moi, la position du français en Belgique est quand même assez particulière. C'est la grande bourgeoisie qui parle français, à Liège, à Namur, à Bruxelles, mais aussi à Gand, à Bruges, à Anvers. Par contre, le peuple, entre guillemets, le peuple parle autre chose. Il parle flamand, bruxellois, wallon, ce qui pour moi n'est pas du tout du français. Est-ce qu'on retrouve cette particularité linguistique dans les romans de la littérature belge? Je pense... Pardon, soit par évitement de parler de relations sociales et de classes sociales, ou alors par réalisme ou par d'autres manifestations. C'est un gros sujet que vous levez. Il est clair que jusqu'en 14-18, la bourgeoisie, l'aristocratie, la grande bourgeoisie, et une partie de la petite bourgeoisie, la langue, c'est le français. Et que l'État belge du XIXe siècle fonctionne sur le français, bien que la Constitution prévoit la liberté des langues. Je ne parle jamais. Mais c'est logique, puisqu'on est au suffrage censitaire, dont le peuple, le prolétariat et la paysannerie ne sont pas représentés aux chambres. Alors, dans le sud du pays, où je suis né, il est clair qu'il y a encore une vie très active des patois, ce qu'on appelait les patois, qui, en tout cas dans certains milieux, pas les milieux populaires, cohabitent avec le français, puisqu'il faut bien parler aux domestiques. Alors, ce qui change, je pense, c'est en 21 ou en 22, au moment où d'ailleurs la flamandisation s'opère au nord du pays, au sud, les écoles étaient bilingues, c'est fini. Le français devient la seule langue d'éducation. À partir de là, dans tous les pays, c'est la même chose. Il faut 1 ou 2 générations, mais la francisation va aller de plus en plus fort, de plus en plus clairement, ce qui ne va pas totalement éradiquer les patois, mais lentement les amener à la mort ou à la quasi-disparition. Donc ça, je pense quand même que c'est un fait très important. L'éducation, l'enseignement obligatoire, la fin de la diglossie dans les écoles, la compensation qu'il faut avoir de la défaite du français en Flandre. On n'ose pas en parler, mais enfin, c'est quand même très étrange. Et donc, en plus, on va ne pas tellement s'intéresser aux Français de Belgique, mais on va essayer de s'en remettre dans une posture d'assimilation à la France pour bien pouvoir continuer à dire « nous sommes mieux que ce malheureux flamand, nous sommes dans la grande culture, nous sommes la grande culture ». Et dans mon livre, vous verrez, il y a des tas d'allusions, je ne sais pas du fantasme. Alors, c'est compliqué. D'ailleurs, moi, je voudrais un jour que soit écrite une histoire complète des littératures en Belgique, c'est-à-dire aussi des littératures dialectales. J'ai dirigé une thèse dans laquelle était étudiée une série d'écrivains, dont Lillard, qui est dans mon livre, et où il y avait aussi une étude du théâtre dialectal. Parce que même encore dans mon enfance, le théâtre dialectal est extrêmement florissant. Et là, il y a foule. Il y a encore un cabaret wallon qui vient des traditions médiévales et où toutes les dessous de la ville sont mis en scène et racontés. Le cabaret étant bien sûr interdit aux femmes. Bon, là, vous avez compris. Et donc, moi, par exemple, enfin, mes parents étaient francophones, ça c'est pas... Mais ma mère a accentué le phénomène pour que... je comprenais certains éléments de patois, mais que moi, je ne le parle jamais. Pour mon frère cadet, ça a été moins strict. Bon. Donc, votre question, elle plonge profond parce que... Mais on peut dire, je pense, qu'à partir de ma génération, même dans les milieux populaires,
où sans doute les parents continuent à parler en dialecte, les enfants sont totalement scolarisés en français. Et on est par ailleurs baigné dans cette idolâtrie de la France et du français. Avec quand même, il faut quand même ne pas oublier que dans un pays comme le nôtre, où le français s'est inventé au même titre que dans le nord de la France, nous avions des campagnes annuelles dites « ne dites pas ». Et tout ce qui était belgicisme, 70 et 90, ça, on osait quand même difficilement y toucher. Donc tout ce qui était belgicisme était combattu. Il faut attendre 1990 pour que paraisse un livre au titre qui va vous faire sourire, « Belgicisme de bonne loi ». Donc on vient quand même d'une situation linguistique extrêmement complexe et qui ne peut pas être sans effet au niveau de la littérature. Elle ne se marque pas forcément clairement. Elle se marque par contre dans le souci de la langue pure, de certains, et même de beaucoup à cette époque-là. Alors on trouve quand même un contre-phénomène dont je parle un petit peu, c'est Toine Culot. Arthur Masson, qui est un grand grammairien. Comme Hans, il a donné une grammaire d'apprentissage du français correct. Il raconte des histoires qui plongent dans la mémoire wallonne et dans lesquelles il n'y a pas de dialecte, mais il y a des tournures de temps en temps pour faire local. Et ce dont je me souviens très bien dans mon enfance, pas chez moi. Chez moi, il n'était pas question que les Toine Culot entrent. Mais dans la plupart des familles bourgeoises, il y avait les Toine Culot. Donc, c'est pour ça que le deuxième chapitre, donc le troisième chapitre, s'appelle « Des contrepoids très utiles ». À cette littérature de la pureté, de l'assimilation à l'autre, correspondent des tas de choses différentes, y compris Tintin. Je veux dire, les injures du capitaine Haddock offrent quand même un autre rapport à la langue que celui... Alors, il y a aussi les avant-gardes. Les avant-gardes vont amener un être au monde de la langue et dans la langue qui sort complètement de la contrainte et de la double contrainte, celle de l'enseignement et celle d'une littérature. Notre littérature était censée ne pas exister. Mais en même temps, il y avait une institution littéraire. Et donc, quand on prend leur discours, c'est extraordinaire. Ils sont dans une contradiction insoluble. Contradiction que nous avons vécue et dont nous avons essayé de sortir avec la belgitude. Simplement, bon, c'est un morceau d'histoire. De notre temps, on peut dire, quand on était jeune, qu'il y avait un jugement, valeur. Et puis, plus on travaille, ce qui est mon cas, plus on essaie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici au deuxième rang. Le micro. Ce qui me semble tout à fait évident, ce que vous venez de dire, c'est que je pense que c'est vraiment le brassage linguistique en Belgique qui a été vraiment la source. Et c'est tout l'affinement, la superposition des types d'expressions, tout ce qu'on fait, tout le support expressif, qui fait que c'est une fantastique originalité et qu'à eux seuls, c'est vraiment une entité linguistique tout à fait à part, tout à fait de création politique tout à fait à part. Et nous autres, on a une édition de poésie, on a fait une trentaine de poètes qu'on a publiés de tous les continents, et nous avons publié 7 poètes belges que nous avons montrés maintenant à la Vitokiana à Bruxelles, et qui partiront pour les États-Unis. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de rentrer dans cette logique de ce que vous venez de dire aussi sur le parallélisme et de démontrer à quel point finalement qu'on peut faire vraiment des effets de comparaison et d'études par rapport à la contribution propre de la poésie belge, par rapport à l'éventail de toute l'expression qui est faite à Paris ou autre part. Ça me semble être d'une très belle force, n'est-ce pas? Voilà. Alors, bon, moi je suis de ceux qui pensent que le refus du bilinguisme par des Wallons, allez, quand même. Marcel Thierry écrit en 1958 « On ne va quand même pas marier l'or avec le plomb ».
je suis un anti-flamingant notoire, mais il faut quand même reconnaître qu'ils en ont subi quelques-unes dont on aurait pu se passer. Donc moi, je pense qu'on aurait dû accepter le bilinguisme, avoir des classes d'immersion. Le fait est que ça n'a pas eu lieu. Peut-être aujourd'hui, on va essayer d'un peu améliorer les choses, mais enfin bon. En revanche, il n'y a aucun doute, vous vivez dans un pays où il y a 2 langues, et vous le savez. Quand vous arrivez à Paris, même quand vous êtes né en province, vous avez une sensation étrange parce qu'on est dans un univers linguistique homogène. En plus, même si on parle français, il y a des tas d'éléments qui nous marquent, qui sont des éléments que les francophones et les néerlandophones ont partagés tout au long de l'histoire, dans leur façon d'être. Donc ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur l'être au monde comme sur l'écriture, sur les écritures. Mais une partie de l'establishment littéraire francophone belge va justement tout faire pour essayer de gommer cette chose. Or, cette chose a donné peut-être les plus grands de nos écrivains. Verhaert et Maeterlinck, ça demeure énorme. Ça a d'ailleurs connu la reconnaissance européenne. Et ce n'étaient pas des néerlandophones, c'était des francophones. Verhaert en flamand. Maeterlinck, je pense qu'à travers les servantes, parce qu'il a quand même pu traduire Ruysbroek, donc bon. Mais cette littérature décolle justement à travers eux, à partir des années 1880, parce qu'ils sont dans un mélange de cultures qu'ils font advenir en français. Et à travers l'arrivée du suffrage universel et de la reconnaissance du néerlandais, du flamand on disait à l'époque, comme langue du royaume, il y a une rétraction en Wallonie. Enfin, moi j'ai entendu des choses horribles quand j'étais enfant, pas chez mes parents. Une rétraction qui va justement amener à l'évitement du réel et à l'évitement de ce que notre situation peut amener d'extraordinaire comme mélange. Moi, j'ai fait, comme Bernadette, mes études à Louvain. J'ai encore connu ce que j'appelle maintenant Louvain-la-Veuve. Donc j'ai connu l'université bilingue. Je n'accepterai jamais ce qui est arrivé. Mais ça ne sert à rien. L'histoire, c'est l'histoire. Il faut l'accepter. Et, bon, les cours étaient dans les 2 langues. Les romanistes flamands suivaient nos cours, sauf les cours généraux. Les germanistes francophones suivaient les cours avec leurs collègues néerlandais. Il y avait des Américains, il y avait des Africains, il y avait beaucoup de Latino-Américains. On était dans un contexte pluriculturel extraordinaire. Le Louvain des années 60 est quelque chose d'unique que je n'oublierai jamais et qui a été assassiné. Il ne faut pas... cela dit, bon, on ne va pas revenir là-dessus, la question est complexe comme toujours. Mais je pense que la belgitude, elle fait un premier pas vers le retour à l'acceptation de la complexité belge et de l'acceptation du fait belge, qu'il ne s'agit pas de mettre au pinacle, mais qui est un fait, On ne pense pas comme les Français. Et moi, j'ai eu une chance dans ma vie, c'est que, pour des raisons, je ne vais pas raconter, enfin, des raisons X et Y, mes grands-parents paternels sont passés de tournée en France. Ma grand-mère ayant dû faire les sommations respectueuses à sa mère pour pouvoir épouser mon grand-père. Et donc, mon père a été élevé en France entre 1921 et 1936 par des Belges. Mais à travers une partie de ce que me racontait mon père, j'ai su comment pensaient les Français, comment fonctionnait leur tête. Et ça m'a beaucoup aidé dans tout le travail que j'ai fait sur la Belgique culturelle, parce qu'il y a littéraire mais aussi culturelle, et que j'essaie justement de restituer dans ces, pour le moment, on doit être à 1500 pages ou 1400. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Y a-t-il d'autres questions? Non? Je crois qu'on pourrait conclure.